Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous diffuserons une interview de Maxence De Villers, Maxence qui est grain analyste chez Agritel et qui reviendra pour nous sur les perspectives du marché agricole en 2023. Et puis nous clôturerons cette édition, comme à notre habitude, avec la commo du jour, la commo de Mathieu Driol qui est senior analyste chez Day by Day et qui nous expliquera les principales tendances techniques sur des cours de matières premières choisis par lui-même. Voilà, donc en ouverture de notre mini-mag, eh bien, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Alors que l'Ukraine appelle à maintenir le corridor en mer Noire, la Russie a affirmé de son côté que les clauses du pacte devant lui profiter n'étaient pas du tout appliquées. En effet, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a qualifié de compliquées les négociations visant à prolonger l'accord qui avait permis de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes malgré l'offensive de Moscou. L'Ukraine avait réclamé mardi dernier des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes en mer Noire utilisées pour le transport de ces céréales. La Russie, de son côté, se plaint que le volet de cet accord qui devait lui permettre d'exporter des engrais sans sanctions occidentales ne soit pas totalement respecté à ses yeux. Alors je vous rappelle que l'initiative des céréales en mer Noire, appellation officielle de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine, découle d'un pacte scellé le 22 juillet dernier ayant permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par l'attaque russe en Russie, vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Il a été reconduit mi-novembre 2022 pour les 4 mois d'hiver et expire le 18 mars prochain. Le Bureau agricole australien a révisé ses données pour la campagne 2022-2023. Les chiffres confirment la très bonne campagne. Le volume des cultures d'hiver atteint les 67,3 millions de tonnes et dépasse de 4 millions de tonnes le précédent record atteint l'année dernière. Dans le détail, la production de blé s'établit à 39,2 millions de tonnes, celle de canola à 8,3 millions de tonnes et celle de l'orge à 14,1 millions de tonnes. Pour le blé et le canola, les volumes atteints sont historiques. La météorologie de cette campagne aura été favorable au continent, notamment dans les États de South Australia, Western Australia et Victoria. La fin de saison aura tout de même été marquée par quelques excès de pluie entraînant des inondations dans l'État de New South Wales et du Queensland, mais de manière isolée. La Chine va s'efforcer d'augmenter sa capacité de production céréalière de 50 millions de tonnes, a déclaré le Premier ministre Li Keqiang, tout en construisant des centres de stockage dans les zones sururbaines afin de répondre à la volonté nationale de renforcer la sécurité alimentaire et de répondre à la demande croissante. Cette volonté des autorités chinoises s'inscrit dans le cadre de la résurgence de risques géopolitiques qui pourraient menacer sa forte dépendance à l'égard des importations de céréales pour l'alimentation animale comme le soja. En effet, depuis que la pandémie de Covid-19 a perturbé l'approvisionnement agricole mondial et que la guerre de la Russie en Ukraine restreint sévèrement le commerce des engrais essentiels, les autorités de Pékin se sont recentrées sur la sécurité alimentaire. Alors que la Chine est le plus grand producteur de céréales au monde, le pays est devenu plus dépendant au cours des dernières décennies des importations de fournisseurs comme les États-Unis ou le Brésil. Maintenir la production céréalière au-dessus de 650 millions de tonnes est donc devenu crucial pour assurer un approvisionnement adéquat et maintenir des prix stables, a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme, le principal planificateur économique, dans un rapport à la réunion parlementaire annuelle à Pékin. Le Premier ministre n'a cependant fixé aucun calendrier précis pour atteindre l'augmentation de la capacité de production céréalière, bien que le plan ait été inclus parmi les priorités pour 2023. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 10 mars de votre bimensuel dédié aux matières premières agricoles et on va vous rediffuser une interview de Maxence De Villers. Maxence qui, comme je vous le précisais, est grain analyste chez Agritel et qui va dresser pour nous les principaux faits qui impacteront le marché des matières premières agricoles en 2023. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour
retour sur le plateau de TV Finance pour le Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr et il est l'heure désormais de retrouver sur notre plateau Maxence De Villers. Bonjour Maxence. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Maxence, je rappelle que vous êtes analyste commo agricole chez Agritel et qu'avec vous on va parler inflation, produits agricoles, spéculation. Mais avant de commencer, c'est l'actualité un peu brûlante sur les marchés des matières premières agricoles. C'est la publication mercredi dernier du rapport USDA 2023. Vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des surprises ou non? Alors, concernant ce rapport, il n'y a pas eu énormément de surprises. L'USDA a sorti des estimations plutôt dans les attentes. En revanche, on sait qu'il y aura d'autres modifications à venir dans les mois qui vont venir, notamment sur les productions d'Amérique du Sud, par exemple, en ce qui concerne le soja ou le maïs. Et pour quelle raison? À cause d'une sécheresse qui a frappé l'Argentine et le sud du Brésil, et diverses intempéries. Ok, alors vous parlez justement des phénomènes météorologiques qui étaient finalement, je dirais, le catalyseur principal des marchés agricoles jusqu'à l'année dernière, puisque l'année dernière, patatras 2022, les marchés agricoles sont entrés dans une nouvelle ère, une ère d'incertitude, chamboulée par un conflit armé sur le sol européen, qui a mis en exergue la fragilité des systèmes alimentaires jusqu'alors en place. Pour vous, Agritel, quels sont les facteurs clés de la saison 2023? Est-ce que 2022, on fait un calque 2022 et on le pose sur 2023? Non. On estime que les enjeux ne sont plus les mêmes par rapport à il y a un an. La guerre est un événement qui est arrivé donc au mois de février dernier. Les opérateurs s'en sont plutôt plus ou moins accommodés. En revanche, on a d'autres risques qui vont venir vis-à-vis des conséquences qui ont lieu après la guerre, notamment sur la récolte 2023, qui a été emblavée notamment pour le blé dans l'hémisphère nord, avec des surfaces notamment en baisse en Ukraine, liées au conflit, également en Russie. Et il y a également une autre question, qui est plutôt sur le corridor d'exportation depuis l'Ukraine, qui avait été reconduit au mois de novembre jusqu'au 19 mars, et qui doit encore être reconduit après ce 19 mars. D'accord. Effectivement, s'il n'est pas reconduit, ça crée un goulot d'étranglement mécaniquement, moins de matières premières sur les marchés, les prix montent, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, comme par exemple la crise sanitaire? Est-ce que l'ouverture de la Chine, c'est un facteur auquel il va falloir faire attention? Il y a d'autres facteurs comme ça que vous avez en tête? Oui, exactement. Vous parlez de la Chine. C'est un élément qu'on suit. Les avis sont un petit peu divergents en ce qui concerne la Chine. Certains parlent d'un retour en puissance de la Chine aux achats de matières premières agricoles, mais également non c'est ça de bien. Oui, c'est ça de bien. Donc ça c'est un élément, certains le pensent, d'autres pensent plutôt le contraire, donc c'est un élément qu'on va suivre. En revanche, oui, ça peut être un élément plutôt catalyseur, comme on l'a connu en 2020, au moment du Covid, où la Chine a acheté des millions de tonnes de céréales supplémentaires qu'elle n'achetait pas auparavant. Très clair, merci. Il y a également un autre facteur qui, alors lui, très clairement, qu'on peut prendre sur la saison, l'exercice 2022, et qu'on va calquer sur 2023, c'est la crise énergétique. Est-ce qu'on peut qualifier 2023 d'une année qui serait une année de surchauffe? En ce qui concerne les énergies, quel va être l'impact, oui, exactement. Alors, sur les intrants aussi également. Les impacts sont compliqués à mesurer. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un impact direct du prix du gaz, notamment sur les usines de première transformation de matières premières agricoles, notamment les meuneries, les triturateurs, les estérificateurs pour faire des biocarburants, et d'autres usines en tout genre qui demandent de l'énergie. Ça, c'est un premier élément. Autre élément lié à la crise énergétique, vous l'avez dit, c'est le prix des engrais qui avait flambé, qui s'est bien replié au même titre d'ailleurs que le prix des céréales. C'est pour ça que, contrairement à l'année dernière, on ne parle plus vraiment de pénurie d'engrais. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir des problèmes notamment logistiques qui sont liés au coût des carburants, mais également aux disponibilités de main-d'œuvre et de camions sur le territoire français. D'accord, donc ça va créer mécaniquement de l'inflation? L'inflation, on la voit sur les produits finis et aux consommateurs depuis quelques mois. En revanche, il faut être conscient que le prix des matières premières agricoles a bien baissé depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai notamment, et l'inflation n'a pas ralenti. Il faut comprendre que sur les marchés des matières premières et des produits finis, il y a une inertie qui est importante et qui demande du temps entre la matière première, la hausse de la matière première et la hausse du produit fini. Combien de temps? Ça va de 6 mois à 1 an selon les estimations. Mais ça peut être 6 mois à 1 an, c'est du simple au double. Du coup, c'est rapide ou c'est long? C'est plutôt un temps long. Il y a beaucoup d'inertie entre ces différents éléments.
On le voit bien d'ailleurs puisque l'inflation est encore là, alors que, comme je l'ai dit avant, les prix des matières premières ont baissé depuis le mois de mai. Ouais, très clairement. Alors il y a l'INSEE qui a publié ses prévisions d'inflation pour les 2 premiers trimestres 2023. La composante principale, c'est les produits alimentaires. Ouais. Du coup, effectivement, donc on peut dire que l'inflation n'a pas encore rendu les armes et devrait plonger l'agriculture et le monde agroalimentaire dans l'incertitude pour 2023. C'est encore effectivement une incertitude majeure en tout cas. Exactement. Très clair, merci. Toujours au chapitre de l'inflation, je voudrais revenir avec vous sur les propos de Michel-Édouard Leclerc qui m'ont surpris et j'aimerais vraiment avoir votre avis puisqu'il accuse les opérateurs de marché d'être en partie à l'origine de l'inflation sur les produits alimentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est juste dans son analyse ou il va un peu loin, il se dédouane ? Alors, je ne vais pas commenter exactement ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc, je vais juste apporter des éléments de réponse. Il faut comprendre que la spéculation existe depuis toujours, mais il faut bien séparer deux notions qui sont la spéculation et l'anticipation. L'anticipation, Michel-Édouard Leclerc en a parlé, c'est quelque chose d'humain. On l'a vécu pendant le Covid et encore il n'y a pas longtemps en ce qui concerne les carburants. Lorsqu'on a peur d'une pénurie, on anticipe et donc on se précipite à l'achat pour différentes commodités ou différents produits. C'est ce qui se passe aussi sur le marché des matières premières. Il faut être conscient que la spéculation, Michel-Édouard Leclerc en parle à la hausse, la spéculation existe aussi à la baisse. Donc il y a des éléments divergents. La spéculation, oui, elle existe. En revanche, ce n'est pas elle qui déterminera le prix final. Oui, d'accord, ce sont des opérations de couverture ou de stratégie. L'idée première, c'est pas d'influencer notamment le prix. Ouais. Ok, très clair. De toute façon, alors il y a un rapport du Sénat et de l'Inspection générale des finances qui a été publié fin 2022 qui dit globalement fournisseurs et distributeurs ont comprimé leurs marges au cours de l'exercice 2022 et que l'inflation, justement pour éviter l'inflation des produits et l'inflation auprès des consommateurs. Merci Maxence, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Maxence de Villers, commo-analyste chez Agritel. On marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans cette édition du 10 mars 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur, le Minimac dédié au monde agricole. Et pour finir en beauté, pour clôturer en beauté cette édition et cette semaine, eh bien, je suis avec le fabuleux, le fabuleux, alors j'ai oublié votre prénom, le fabuleux Mathieu Driol. Excusez-moi Mathieu, je suis désolé. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup. Mathieu, vous êtes donc analyste senior chez Debuy, ça je ne l'ai pas oublié, et tous les vendredis, deux fois par mois, vous analysez techniquement pour nous les évolutions de marché des principales comos, et vous avez choisi cette semaine de nous parler du milling wheat. Exactement. Alors, c'est compliqué en ce moment sur le marché des céréales, en fait, depuis le sommet réalisé peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui nous avait valu une volatilité exacerbée et un mouvement historique, d'une certaine façon, puisque de nombreux nouveaux plus hauts ont été marqués, en particulier sur le milling wheat à 444,50. Et depuis, on a eu deux phases. Une première phase de correction depuis ce sommet jusqu'au support à 316, une phase de stabilisation pendant quelques semaines, quelques mois, et puis depuis la résistance marquée à 371,25, une nouvelle phase de baisse qui se développe et qui commence à se construire, dans le sens où le précédent support à 316 est devenu résistance il y a quelques semaines. Les cours se sont stabilisés peu après et ont défini une sorte de nouveau sommet descendant. Avec 3 semaines de correction qui ont suivi, les cours sont maintenant proches d'un niveau que l'on peut qualifier de majeur, aux alentours des 260 €. C'est le point de départ justement de la puissante impulsion haussière née de l'Ukraine. C'est aussi un niveau bientôt renforcé par une moyenne mobile de long terme ascendante, moyenne mobile à 200 semaines ascendante. C'est donc un niveau clé. Si ce niveau venait à être enfoncé sur le milling wheat, il faut
faudrait remettre en cause d'une certaine façon toute la construction haussière entamée depuis 2020. Ça signifierait beaucoup de volatilité et puis une évolution beaucoup moins précise, plus erratique, beaucoup moins tranchée, beaucoup moins lisible, hein. Alors là, à court terme, on approche de ce niveau. On attend maintenant une réaction des acheteurs sur ce soutien, voir s'ils reviennent à l'achat sur ce marché pour relancer le mouvement de fond, hein, haussier, ou si effectivement ils ont tout donné dans la montée sur l'Ukraine et puis que le niveau d'une certaine façon des prix sur les matières premières agricoles fait fi de ce conflit, l'oubli d'une certaine façon, oublie que l'Ukraine est un très très gros producteur exportateur de céréales et que ça va être compliqué effectivement de le remettre en place. Donc les semaines à venir vont être cruciales, hein, pour le marché. Semaines à venir cruciales sur le blé. Donc on va continuer avec le rapeseed, Mathieu. Oui, alors le colza, un petit peu une lecture similaire avec un mouvement aussi spectaculaire et puis depuis quelques mois déjà effectivement une phase de correction qui s'est amplifiée après la rupture et le pullback sur le niveau devenu majeur à 6,75. Vous le voyez ici sur le graphique, les cours étaient à proximité de la moyenne mobile à 200 périodes qui est maintenant elle aussi enfoncée. Ça c'est un élément quand même techniquement assez fort qui indique que les acheteurs ne sont pas décidés à revenir immédiatement soutenir la précédente tendance. On a donc des sommets descendants en place depuis cette résistance majeure et le prochain support il est à 474,50. Il y a donc des risques d'aller le chercher avant toute possibilité de rebond. Et quand bien même si un rebond se forme, il faudra franchir le dernier sommet descendant. Ici, c'est 568,75. Tant que ce niveau ne sera pas débordé, ça pourra, techniquement parlant, être une lecture baissière qui domine, une lecture de poursuite de cette correction. Alors, il y a des phases de reprise assez marquées, elles durent quand même quelques semaines, mais pour l'instant, les creux et les sommets descendants s'enchaînent. Donc là aussi, un petit peu en avance, peut-être d'ailleurs, sur le cours du blé, on commence à avoir des signes d'arrêt, d'une certaine façon, de cette lecture haussière entamée depuis 2020. Ok, très clair. Écoutez, Mathieu Driol, je le connais bien, votre prénom et votre nom, mais là j'étais pas avec vous. Je suis désolé. Bon, en tout cas, Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, qui est avec nous tous les 15 jours dans ce mini-mac dédié au monde des premières agricoles pour analyser techniquement certaines matières premières agricoles. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous en cette matinée. J'espère que vous avez passé et que vous avez trouvé les informations que vous souhaitiez avoir, les informations que vous souhaitiez obtenir. Pour ma part, moi j'ai été ravi de vous accompagner en cette fin de semaine. Je vous rappelle que c'est Roselyne Pagès qui vous accompagnera lundi prochain dès 8h55 pour une nouvelle édition du live de TV Finance. En cette attente, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et un très bon week-end sur TV Finance.